Bonjour à toutes et à tous, c'est François et je suis ravi de t'accueillir pour ce nouveau podcast Café Trailer, le podcast qui échange avec des trailers qui vivent leur passion à 200%. Le but de ce podcast est de te partager leur histoire, leurs secrets, leurs projets et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin que tu en tires un maximum de bénéfices. Donc si tu aimes le trail et écouter des histoires incroyables, alors ce podcast est fait pour toi. Il est possible d'assister au tournage de l'épisode et y participer en live chaque mercredi soir à 20h30 sur ma chaîne YouTube La Planète Trail. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à te faire passer. Si c'est la première fois que tu écoutes le podcast, je te remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je te recommande le podcast avec Stéphane Brognard qu'on ne présente plus. J'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des trailers de plus en plus incroyables et j'aimerais vraiment échanger avec tes trailers préférés. Sache que l'un des meilleurs moyens pour de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, tu peux aller mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des trailers connus à venir témoigner. Si tu écoutes plutôt sur Spotify, tu peux très facilement le partager en story sur Instagram, tag-moi et je te repartagerai. J'en profite donc pour rappeler le nom de mon compte Instagram, c'est @laplanètetrail, suis-le et tu y retrouveras entre autres les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire tes retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi écrit un livre, Comment choisir ses chaussures de trail, que tu peux télécharger gratuitement sur mon site planettrail.com dans l'espace boutique. Maintenant, place à mon invité du jour. Bonsoir à tous, bonsoir Ludovic, comment vas-tu ? Salut François, écoute, tout va bien. Merci, grand merci d'avoir accepté mon invitation, c'est vraiment un grand plaisir de te recevoir, parce qu'on a l'habitude de t'entendre, parce qu'on te voit, on t'entend au départ et à l'arrivée des trails, mais là ça va être un grand plaisir de pouvoir passer un petit peu plus de temps avec toi pour pouvoir échanger un petit peu, te connaître un petit peu plus, qu'on a l'habitude de le faire parce qu'on te voit juste en flèche au départ des courses. Donc, c'est un grand plaisir de te recevoir. Merci François. En tout cas, c'est cool. Tu sais, moi, je dis souvent que j'ai fait de ma grande gueule mon fonds de commerce. Donc, pour l'instant, il y a un virus, malheureusement, qui m'a fait fermer ma grande gueule. Pour l'instant, je parle plus beaucoup. Donc, ça fait du bien, en tout cas, d'être en contact avec toi. Et puis, voilà, toujours parler avec des passionnés, ça fait plaisir. Avec grand plaisir. Et du coup, tu me donnes une occasion de l'annoncer. On a la possibilité, pour ceux qui découvrent l'émission, de poser vos questions en direct. Donc, si vous voulez poser des questions à Ludovic, vous pouvez, donc, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, n'hésitez surtout pas et on se fera un plaisir d'y répondre. Mais en attendant, la première question, Ludo, c'est que tu nous racontes ton premier trail. Alors, mon premier trail, c'est 1994. C'était plutôt à l'époque considéré comme une course de montagne. C'était le cross du Mont Blanc. Et moi, j'arrivais tout fraîchement. J'étais arrivé en 93 à Chamonix pour y vivre. Et je venais de Paris. Et voilà. Et donc, j'avais jamais couru en montagne vraiment. J'avais couru un marathon en 4h30, qui est pas vraiment une super performance, mais voilà, j'ai un gabarit quand même assez costaud. Et puis, je suis plutôt nageur que coureur. Et du coup, mon épouse m'avait demandé, elle m'a dit, écoute, tu voudrais pas venir courir avec moi le cross du Mont Blanc? Je l'ai fait et j'ai découvert des muscles dans mes jambes. Ok. La classique où on découvre qu'il y a des trucs qui existent même les jours d'après. Aussi c'est ça. Il y avait un truc ici. Okay, je vois c'est ça. Ouais, c'était fort. J'étais parti évidemment assez fort parce que j'étais bien en forme. Et puis dans la montée de la trappe, là, j'ai vraiment découvert des muscles. Après, j'avais des crampes au quadri, aux ischio, enfin dans tous les sens. Je savais plus comment faire. J'ai fini en marchant avec un temps correct. Mais... Ok. Et du coup, à la suite de ce trail-là, tu t'es dit terminé, tu t'es dit je reprends Dossard très vite, le plus vite possible, ou qu'est-ce qui s'est passé après? Ouais, non, ça a été plutôt terminé. Terminé, je me suis dit c'est pas pour moi, il faut vraiment s'entraîner, se préparer. Et du coup, après moi, je commençais à préparer des choses à Chamonix. J'étais entraîneur du club de natation de Cham, j'étais maître nageur, mais j'étais sur un projet d'ouvrir un magasin, une papeterie. Enfin, après, le boulot a fait que je me suis, j'ai pas trop recommencé l'aventure pendant quelques années. D'accord.
Et t'as quand même remis un dossard un jour après ou Ouais, j'ai remis un dossard, mais j'étais assez vite. J'ai j'ai eu plus de plaisir à me retrouver comme bénévole, D'accord. aller dans les organisations. Tu sais, j'aime donner et, et du coup, c'est vrai que je me suis mis plutôt du côté du club des sports à proposer mon aide et à aller sur les événements en tant que bénévole. Ok, ça marche. Bah, c'est intéressant parce que souvent j'ai l'habitude d'échanger justement avec des trailers qui en font leur passion, leur quotidien. Et souvent, bon voilà, quand ils prennent leur premier dossard, souvent c'est tu tombes dans la marmite et puis ben tu continues après, tu augmentes les distances ou pas. Et toi, tu t'es dit non, moi mon sport c'est vraiment la natation et j'y suis retourné. Et le trail c'est qu'une en tant qu'acteur, en tant que porteur d'un dossard, ça a été vraiment une expérience plus qu'une réelle découverte où tu Non, t'es c'est ça. Bon, après, comme j'avais 2 brevets d'État et que voilà, je coachais, c'est un sport qui m'a intéressé et j'ai vu qu'il y avait plein de choses à apprendre, quoi. Tu pouvais pas prétendre comme ça, arriver sur une course parce que tout simplement tu es en forme et faire du dénivelé positif et négatif comme ça, quoi. J'y connaissais rien en fait. Ok. J'ai découvert quoi. La montagne, je la faisais qu'en rando, en balade, mais quand tu mets un dossard, c'est plus la même chose, quoi. Tu vois, tu as tendance à monter dans les watts un petit peu plus et puis bah, après tu te fumes quoi. Puis j'étais vraiment pas prêt, mais c'était déjà c'était une bonne approche. Et après j'ai trouvé ça tellement cool cette course qui est ma course de cœur. Hein. J'ai passé beaucoup de temps à aller et ça me ressemblait plus à aller distribuer les bières à l'arrivée pour les coureurs. Ok. La seconde passion du trailer, effectivement, la bière de l'arrivée, la Et fameuse. du coup, tu discutes avec plein de gens aussi. Tu vois, c'est hyper sympa. C'était bien. Puis là, c'est tout doucement. Je me suis rendu compte que j'aimais ce monde-là, quoi. Et alors, comment t'es passé de servir les bières à l'arrivée à prendre le micro pendant des jours entiers? Bah, il se trouve en étant bénévole au club des sports, un jour, j'ai dit au directeur du club des sports, à Fred Comte, je lui ai dit, écoute, enfin, il y avait rien en animation, tu vois, on était déjà, là, je t'ai parlé de 94, on était déjà en 2002. Ouais, c'est passé et voilà, il y avait le marathon du Mont Blanc qui était rentré. Enfin, ça prenait de l'envergure et l'animation, c'était zéro quoi. Enfin, tu vois, il y avait pas vraiment d'ambiance et tout. Et je lui ai dit, écoute, j'aimerais vraiment prendre la place au micro. Et il se trouve que comme il m'avait vu, j'ai commencé au micro en faisant des défilés de mode pour une amie styliste à Chamonix, où je récitais des poèmes sur des robes qui étaient faites en parapente recyclé. Et du coup, un jour pour une Coupe du Monde de ski, on nous a demandé de faire un spectacle et on a fait ce défilé de mode. Et puis les gens ont vu que j'étais à l'aise au micro et quand j'ai demandé au directeur de d'animer le cross et le marathon du Mont Blanc, il m'a dit bah pourquoi pas. Et là, Ok. ça a été une vraie, là ça a été vraiment fort. Cette première animation m'a montré que c'est ça que j'avais envie de faire, quoi. Là, ça a été une révélation. Ouais. Et si on fait un petit retour en avant, comment est-ce que tu penses que ça te soit venu, en fait, cette envie de prendre le micro et d'animer? Est-ce que au lycée, tu étais celui qui levait toujours le doigt pour parler, prendre la parole pour les autres, etc. Ou au contraire, pas du tout? Ouais, alors, qu'on soit bien clair, j'ai toujours été un mauvais élève. C'est fait. J'étais toujours au fond de la classe. Mais par contre, si j'étais sur un domaine que je maîtrisais, ouais, j'avais beaucoup de plaisir à prendre la parole. Mais comme je révisais pas trop mes leçons, que j'avais qu'une passion à l'époque, c'était nager. Donc je nageais voilà, tous les jours. Puis il y a eu des moments où c'était 2 fois par jour. Enfin, et du coup l'école, je le mettais un petit peu de côté, quoi. Mais j'avais toujours, on avait chez nous un super relais 10x100, un bon relais 4x100. J'étais toujours un meneur. Et j'ai toujours aimé transcender les autres, les pousser au maximum. Et voilà, et quand les gens m'ont vu entraîner au bord du bassin, c'est un spectacle. Et il y a autant de gens qui nagent que comme en plus les nageurs ont la tête dans l'eau, il faut parler assez fort.
T'entends, ça triche en tirant les lignes, enfin plein de choses, et pour annoncer les temps et tout. Donc du coup, j'ai toujours eu ça en moi, quoi. Ok. Ouais. Et donc, tu as toujours eu un petit peu ce côté animation en toi. Ouais. Mais dans l'animation, comme ça, où tu as le micro à prendre, il y a d'autres disciplines, si on peut appeler ça des disciplines. Enfin, je pense par exemple à l'animation de mariage, l'animation, enfin, faire de la radio ou faire des choses comme ça. Pourquoi est-ce que tu en es venu à animer des événements sportifs? Parce que tu étais sportif toi aussi et que ce milieu-là, du plus loin que je me rappelle, déjà j'ai un papa qui est parti maintenant, paix à son âme, mais qui a été l'un des meilleurs lanceurs de javelot, de marteau et de disque, qui a été en national 1 en hand, il a été athlète de haut niveau, donc j'ai eu la chance de tout petit moi d'apprendre à faire du vélo à l'INSEP pendant que lui il était en train de lancer le javelot, le marteau, et du coup j'ai toujours aimé le sport. Mon père m'a donné cette envie. Et après, en apprenant la lecture, je loupais aucune équipe, aucun stade 2, j'ai toujours aimé toujours le sport, tout le sport. Et c'est vrai qu'après, à Chamonix, terre de sport, j'ai appris. Je pensais pas vivre à Chamonix, et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Et du coup, je me suis mis à fond dans le sport. Ok, ça a été comme une évidence en fait, le fait d'aimer prendre ce micro-là. Et alors, comment est-ce que t'en es passé de cette première expérience? La première fois que tu as pris le micro comme ça sur un événement sportif, quelles ont été tes craintes? Est-ce que t'as eu le stress d'avant? Comment ça s'est passé? Bien sûr, j'ai eu le stress. Je me suis rendu compte que quand il n'y a rien, il faut meubler. Il a fallu que j'apprenne mon art. Il a fallu que je me dise, ouais, voilà, les premières animations, j'avais tendance à trop crier, et j'avais pas assez de contenu, mais assez rapidement, j'avais déjà, moi, en amont, un peu travaillé ce que j'avais envie d'apporter dans la discipline, tu vois. Et c'est vrai que à l'époque, les courses animées par la Fédération française d'athlétisme, par la FFA, tu avais un gars qui était assis, qui regardait les résultats ou qui avait sa feuille et qui te disait le numéro, le temps, point. Tu vois, et puis comme ça, il y avait que ça. Il y avait et ça, pour moi, ça manquait de plein de choses, quoi. Donc je me suis dit, il faut que je dissèque en plusieurs parties la journée. Il faut que j'amène de la patate et leur dire, moi je me rappelle des peurs que j'avais au départ, quel que soit le sport. Donc il faut que je leur donne de la joie et leur faire oublier pendant quelques minutes le fait qu'ils ont le trouillomètre à 0, que ça tape dans leur cage thoracique. Donc comment je peux faire pour leur donner le plus de joie possible et les galvaniser? Et puis après, qu'est-ce que je dois dire? Donc il faut travailler tes fiches, travailler sur les coureurs qui arrivent, connaître la discipline, aller avec j'ai eu la chance que des élites me prennent sous leur aile et que je puisse aller les voir s'entraîner, manger, faire de leur ravitaillement, tu vois. Donc ça a été j'ai eu beaucoup de travail, quoi. Parce qu'au début je me suis dit ah ouais, c'est pas si simple que ça. Mais comme j'avais déjà l'allant et l'envie, le cœur, en faisant la date à Cham, il y avait des organisateurs et des coureurs qui me connaissaient pas, et des organisateurs qui m'ont dit mais tu viendrais pas sur ma course? Et puis voilà, et encore à l'heure actuelle, 20 ans après, j'ai jamais fait de pub et j'ai encore appelé personne pour avoir des dates, quoi. Enfin, j'ai pas de carte de visite. Ouais. T'as pas de site internet non plus? Non. J'ai eu un et on l'a pas suivi. On est en train d'en préparer un nouveau là. Ok. Mais, ça marche. Et quelles ont été les erreurs de débutant que tu as fait au tout début, si tu en as fait? Oh oui, j'en ai fait. Je te dis, déjà, j'avais tendance à casser trop les pieds. À qui? À qui? J'avais la tendance à en mettre trop, à trop crier. Je me suis assez vite rendu compte que on n'est pas payé au mot, tu vois. On est payé à ce que tu amènes, à la chaleur que tu amènes, et c'est ce que j'essaye d'apprendre aux autres animateurs quand je donne des cours. J'appelle ça laisser respirer les silences, et ça fait du bien. Tu vois, c'est pas obligé de parler tout le temps parce que on a été tous bercés par Monsieur Manjas et le Tour de France où il a pas de point et pas de virgule.
Il n'y a que lui qui sait faire ça. Et beaucoup l'ont copié et c'était une catastrophe. Tu vois. Et Monsieur Manjas, c'est Monsieur Manjas. Et du coup, moi, j'ai essayé de faire un petit peu l'opposé de tout ça, quoi. Voilà, d'essayer de trouver des moments de repos, des moments où tu laisses vivre la musique, des moments où tu laisses vivre l'émotion, des moments où ta voix, elle change en fonction de ce qui est en train de se passer. J'ai pas eu peur et aucune honte de pleurer sur les lignes en voyant des coureurs arriver, tu vois. Enfin, voilà. J'ai aussi essayé de laisser vivre mes émotions, en fait. Mais c'est justement, c'est assez contre-intuitif, en fait, ce conseil que tu donnes justement aux personnes qui aimeraient se lancer dans l'animation. Parce que quand tu prends un micro et qu'on te le donne pour parler, pour animer, bah, si tu dis rien, tu as l'impression de rien faire. Ouais, mais c'est sur la qualité, c'est toujours pareil. C'est comme dans les entraînements. Il y en a qui sont pour travailler très très dur, très très dur, très très dur, et d'autres qui sont plus pour faire de la qualité et s'entraîner un peu moins. Moi, je suis plus pour la qualité que voilà. Et c'est surtout ce que tu amènes et ce que tu apportes, et c'est ce que tu dis et la crédibilité que tu mets dedans et ta connaissance, plutôt que de parler tout le temps, parce qu'en fait, les gens, tu les saoules. Il y a un moment, ils t'écoutent plus. Ouais, Si. tu fais partie, tu as un bruit de fond, en fait. Exactement, exactement. Tu es un bruit de fond. Et voilà. Et pour moi, on n'est pas payé au mot. Non, Arrête pas de dire à tous les jeunes, tous ceux qui veulent se lancer dans le métier, on n'est pas payé au mot. Et on fait tout ça. Moi, au début, c'était oh, je peux pas m'arrêter de parler, sinon ils vont avoir l'impression que je travaille pas. Mais non, c'est pas ça en fait. Parce qu'en ne parlant pas, tu fais vivre d'autres choses aussi. Tu vois. Et voilà. Après, c'est comme tout. Hein. Moi, je me considère comme un artisan. Hein, donc, je travaille mon art tous les jours. Et je réfléchis à ce qui va pas, et comment je peux améliorer. Et c'est vrai que là, maintenant, en 20 ans, j'ai apporté beaucoup de choses dans le milieu du trail et de l'animation. Maintenant, par les médias, tu te rends compte que voilà, il y a quand même pas mal d'animateurs qui ont repris beaucoup de mes départs. Donc, ça me fait plaisir maintenant, mais j'aimerais voir des animateurs qui apportent autre chose, quoi. Toi, j'aimerais apprendre d'autres, parce que c'est vrai que moi, je crois que j'ai fait entre guillemets mon temps. Tu vois, j'ai apporté beaucoup. Je sais pas si j'arriverai encore à apporter beaucoup de choses nouvelles, quoi. Mais c'est ça un peu la sagesse, hein, c'est d'arriver au moment où tu transmets pour laisser les autres faire à ta place, à leur sauce, et jusqu'au jour où l'élève dépasse le maître. C'est ça. Oh, mais il y en a déjà. Hein, c'est sûr. C'est sûr. Hein, je me considère pas comme le numéro 1. Bah, en tout cas, c'est comme ça que beaucoup te considèrent. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais je pense que en cherchant, il y a des gars ou des filles qui sont certainement meilleurs que moi. Enfin, en tout cas, je l'espère. Moi, j'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup travaillé pour être où j'ai été. Ça a été la consécration pour moi de m'entendre dire que j'étais la voix d'un sport. C'est sûr que c'est hyper gratifiant, mais c'est aussi des milliers d'heures de travail sur le terrain et à la maison. Enfin, ouais, j'ai beaucoup. Je travaille un petit peu moins maintenant parce que je suis un peu tous les jours ce qui se passe, mais j'ai beaucoup travaillé à une époque. Je pensais que c'est vrai qu'on a du mal à imaginer un speaker qui, par exemple, ne connaît pas les principaux acteurs de la course. Et ça, c'est vrai que ça doit demander une certaine capacité aussi à retenir les visages, parce que s'il y a des gens qui viennent peut-être de l'étranger aussi, que tu n'as jamais vu de ta vie, et tu dois les regarder en photo ou en vidéo, puis le jour où il arrive devant toi, faut que tu te dises, ah bah oui, c'est lui, il a déjà fait ça. Si je l'oublie, ça va foutre mal. Donc ça doit être un gros travail en amont. Ouais. Ouais, c'est pour ça que Canal Plus à l'époque m'a demandé, que ça soit sur la Transmartinique ou sur le Grand Raid, de pouvoir commenter les images, parce que à l'époque j'étais un des rares à reconnaître quand les gens courent et qu'on filme d'un hélico, par le gabarit, par la façon de courir, j'arrivais à te dire quel est le coureur, quoi. Donc, mais ça c'est dû aussi au travail et d'être sur le terrain tout le temps. Donc, et du coup, le métier de speaker, du coup, tu disais que tu donnais un petit peu des cours, je sais pas comment ça se formalise, si c'est des conseils, si c'est des vrais cours entre guillemets, des vraies formations pour ça. J'ai donné pas mal de conseils à chaque fois des animateurs qui le souhaitaient et que j'ai rencontrés
tout au long de mon périple un peu partout en France ou même en Outre-mer. Mais j'ai aussi bossé avec les offices du tourisme de Savoie et de Haute-Savoie pour former des gens qui travaillent dans les offices de tourisme. Ce qui m'a permis c'est dans mes cartons là, je devais le faire le lancer avant qu'il y ait le Covid. Mais je pensais pas que on savait pas de toute façon qu'il y aurait cette pandémie mondiale. Mais c'est vrai que j'étais en train de préparer une speaker academy. D'accord. Ok, parce que c'est un métier où il y a, enfin, je veux dire, il y a du monde à vouloir se former là-dessus, et puis il y a de la demande. Ah ouais, et puis moi j'ai commencé il y a 20 ans, il y avait 300 courses en France de trail et d'ultra. Il y en a 3000 maintenant avec l'outre-mer. Tu vois, donc tu peux pas être partout. Tu peux pas être sur tous les Tu peux pas être partout, et c'est la même chose dans le triathlon, c'est la même chose dans les courses de vélo en cyclisme, dans les courses de VTT. Tu vois, enfin, il y a tellement de sports. L'hiver, c'est pareil. Quand tout va bien, il y a énormément de sports à animer, quoi. Il y a plein de choses passionnantes à faire. Ok. C'est un beau métier, mais c'est aussi beaucoup de sacrifices. Bah, c'est travailler tous les week-ends et beaucoup plus, parce que. Et t'es à contre-temps. T'es à contre-temps de ta famille, de tes enfants. Voilà, la plupart des gens en France, ouais, c'est le week-end, c'est le samedi et le dimanche. Je connais quelqu'un qui me dirait ouais, c'est tout pourri, tu travailles les week-ends. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça veut dire aussi, et là les gens s'en rendent pas forcément compte, mais après moi c'est un choix de ma part, je regrette rien du tout, et je suis passionné et j'aime ça d'être au contact les week-ends, mais ça veut dire aussi que quelque part ta famille, les proches, tout ça, tu les mets un petit peu de côté parce que tu fais plus de communion. Tu fais plus de mariage, tu fais plus d'anniversaire de potes qui ont 20, 30, 40, 50 ans, parce que tu travailles tous les week-ends. Donc du coup, enfin voilà, c'est beaucoup de sacrifices. Alors comment tu fais parce que quand tu as un événement comme ça familial important dans ta vie qui est en train de se dérouler et que toi tu es en train de speaker, d'ailleurs ça se dit speaker? Oh, ouais, de toute façon, animer. Animer, ouais. Animer une course comme ça, comment tu fais pour mettre ça de côté? Parce qu'il y a forcément des moments où tu vas y penser. Et, comment tu fais pour passer outre? Ça fait partie du job, tu sais, comme un artiste qui monte sur scène au théâtre ou qui va chanter et qui ça va pas forcément dans sa famille ou qui a eu des histoires. Il met un masque et il rentre sur scène et show must go on. Pour moi et pour mes collègues, c'est la même chose. Pour ceux qui travaillent, qui n'ont que ça comme métier, qui n'ont pas d'autre chose qui tombe. Tu vas au boulot, puis tu l'as choisi. Moi, j'aime ça, quoi. Après, t'y penses. Après, on n'a rien sans rien, et forcément, j'ai l'impression d'être sur le canapé, sur le divan. Là, avec François, tu es en train de me faire une thérapie. Mais il y a forcément trailer, on va l'appeler maintenant. Il y a forcément des choses que j'ai loupées dans ma vie par amour pour le sport. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Okay. Donc, c'est pas simple. Mon meilleur ami suite à un divorce, a fait un deuxième mariage, s'est remarié, m'a réservé 2 ans à l'avance pour que je sois son témoin. Ah oui. Et 2 ans avant, j'ai prévenu un organisateur, je lui ai dit, écoute, dans 2 ans, je ne serai pas là, je vais mettre quelqu'un à moi ou qui bosse avec moi, et je reviendrai. Mais voilà. Ok. Mais c'est pas simple. Ouais. Ouais, j'imagine, c'est une sacrée orga. Ouais, moi, je vois tout à fait l'idée. Alors, je vous disais en tout début d'émission que vous pouvez poser vos questions à Ludovic, et on en a quelques-unes. Et donc, il y a Amaury qui nous demande « Salut Ludo, tu dois avoir quelques anecdotes de speakers qui vont nous refaire la soirée. » Alors, j'imagine que des anecdotes, effectivement, tu dois en avoir tout un tas. Est-ce qu'il y en a comme ça, à la volée, quelques-unes? Ça doit être une question qu'on te pose souvent, des trucs qui ressortent comme ça. Est-ce qu'il y en a quelques-unes comme ça J'en ai mis une ou deux dans le livre de Rémi Gégard. Allez acheter son livre. Je ne l'ai pas encore reçu. Ceux-là, je vais pas les raconter, mais des anecdotes, il y en a tellement. Il y en a que je peux pas raconter. Voilà. Il y a des belles cuites avec des grands champions qui ont été mémorables. Après, c'est souvent un piège pour moi quand on me demande de raconter
des anecdotes parce que pour en choisir une en particulier, tu vois, c'est compliqué. Mais je me souviens, par exemple, d'une course au Roc de la Lune, au Pas du Diable, avec Carole et Loulou, où j'ai un coureur qui arrive bon, il est content de sa performance. Je l'interviewe, il part se changer et il revient tout blanc. Il me dit, on m'a volé ma voiture. Donc, tout blanc. Je lui dis, non, mais et puis il est en panique, quoi. Je lui dis, mais non, mais il s'est sûrement passé quelque chose. T'es pas venu avec des potes et tout. Mais si, mais ils sont sur le parcours. C'est pas possible, toi. Et en fait, si, c'était juste un de ses collègues de trail qui lui avait abandonné et qui était parti à la voiture au gîte avec la voiture, quoi. Et il le savait pas. Et il le savait pas, quoi. Et il était en panique. Enfin, voilà, c'est des petites conneries, mais c'est des choses qui me font beaucoup rire, mais surtout au début, tu vois, le gars, il arrive tout blanc, tu dis, et puis moi, tu sais, je suis d'un naturel empathique, c'est pas un secret, tu vois, j'essaye d'aider tout le monde, tout le temps, du coup, je me mets à sa place, quoi, tu vois, je dis, non, on est dans un petit village, t'as pas pu te faire voler ta voiture, quoi, c'est pas possible, tout. Mais lui, il en était, puis la fatigue aidant de son ultra, enfin, tu vois, de sa course, lui, il en était persuadé, quoi. Donc, il avait plus toutes les connexions. Il n'arrivait plus à se rappeler que. Il y avait quelques fils qui se touchaient à ce moment-là. Ouais. Ok. Après, j'ai des anecdotes, de moments où j'ai eu en 2009 où je pars avec Sébastien Chéniaud pour ma première fois à la Diagonale des Fous. Là, j'y suis en tant que ravitailleur. Et puis, ça se passe pas très bien sur un des ravitaillements du côté de Marabout, avec des gars qui m'agressent un petit peu parce qu'à l'époque c'était compliqué, nous les oreilles, enfin voilà. Et du coup, ça m'agace un petit peu parce que je viens pas pour ça, pour le sport. Et il se trouve que Sébastien Chéniaud, après avoir fait podium à l'UTMB, certainement un peu fatigué, dans ma fat se pète un os du pied et du coup abandonne, et je me retrouve plus. Du coup, j'ai plus à ravitailler, et les organisateurs, sachant que je suis là, me demandent si je veux aller animer avec l'animateur local qui est là-bas, et je leur dis avec plaisir. Et c'est vrai que ça me met un petit peu, j'ai encore ça, un petit peu la colère en moi pendant l'animation. Et à la fin de la remise des prix, je regarde tous les gens qui sont là et je leur dis, voilà, rappelez-vous que le sport n'a pas de couleur. Bonsoir. Et je pose mon micro sur scène, et je suis pas retourné à la Diagonale avant 2012. Mais voilà, c'était des choses, c'est des petites anecdotes, mais c'est des choses qui sont fortes pour moi, quoi. Je veux dire, le sport, il est pour tout le monde, et il y a pas de compétition. Il y a de la compétition dans la course, mais il n'y a pas de compétition vraiment entre les hommes, quoi. Je veux dire, et un jour, il y en a un qui est plus fort qu'un autre, et puis ça change, c'est comme ça, quoi. Et tu trouves, toi, que le trail a un esprit qui a évolué, qui est plus forcément le même que celui qu'il était au tout début des trails que tu as animés? Ah, forcément, en 20 ans, mais moi, je pense plus la même chose maintenant que je pensais il y a 20 ans. Donc, c'est la vie qui veut ça. Et c'est vrai que quand j'ai commencé, je te disais, il y a 20 ans, il y avait 300 courses. Moi, j'avais, il y avait peut-être 500 ou 600 coureurs qui faisaient du trail en France. J'avais à en apprendre 15 et je connaissais tous les meilleurs, tu vois. Et voilà. Et après, le trail et l'ultra sont devenus un sport à la mode. Et maintenant, tout le monde court. Donc, tu te retrouves avec les mêmes incivilités que tu retrouves dans la vie de tous les jours. Tu vois. Et donc, forcément, je trouve que ça a changé. Quand tu vois qu'avec le Club des Sports, on est obligé, avec Johan Mettet, mon ami Johan, l'humoriste, on est obligé de faire des petites capsules d'humour pour dire aux gens qu'ils doivent dire bonjour, merci, au revoir à des bénévoles. Ça devient catastrophique, quoi, tu vois. Ça, même si on le fait passer sous le ton de l'humour, ça reflète bien l'état d'esprit, quoi. Bien sûr. C'est à l'époque, quoi, tu vois. C'est Anthony Guillon du groupe Bref, je fais du trail, que j'ai reçu aussi dans une précédente émission, qui disait que
sur ces 40 000 personnes qui suivent le groupe, en fait, plus tu es nombreux dans un groupe, et plus un groupe représente une société. Et du coup, c'est intéressant aussi que tu partages ce point de vue-là pendant les courses aussi, que ce soit aussi vrai, quoi. Bah ouais, mais c'est flagrant, c'est flagrant. Je vois bien qu'il y a. Moi, je les appelle, hein, je l'ai dit déjà plusieurs fois dans des interviews au micro. Dans ce sport-là, maintenant, on a des consommateurs. Voilà, tout simplement. Il y a des gens qui n'en ont rien à foutre de la remise des prix, qui n'en ont rien à foutre des bénévoles. Ils ont vu de la lumière, et c'est une minorité, hein, attention. Hein. Oui, bien sûr. Ouais, on est d'accord, hein, mais qui viennent pour leur plaisir perso. Ils prennent un dossard, ils parlent à peine aux bénévoles, ils prennent le départ, ils passent la ligne d'arrivée, à peine ils te regardent, ils te disent bonjour, et ils reprennent leur voiture, ils s'en vont. Tu vois, moi, c'était pas la conception que j'avais de ce sport. Ok. Donc tu constates qu'il y a eu cette évolution. Ouais, c'est toujours non, mais on est d'accord. Hein, il vient forcément de ceux qui sont cassés les pieds, quoi. Tu vois, quand un gars il vient pourrir un organisateur parce qu'il y avait de l'herbe dans sa soupe, tu vois, il a sali ses baskets. Ouais, change de sport, quoi. Change de sport, quoi. Alors, on a une proposition d'animation de l'ami Casquette Verte qui te animer un ultra à Paris du côté de Montmartre, c'est pas sexy, mais ça te chaufferait. Alors, tu sais, j'ai souvent eu des gens qui me disent j'ai la chance d'animer l'UTMB ou la Diagonale des Fous, le marathon du Mont Blanc, la Saint-Élion, j'ai fait les Templiers, enfin toutes ces grosses courses. Mais je prends énormément de plaisir à aller faire des courses où il y a 250, 300 personnes dans un petit patelin où je suis tout seul à me parler, quoi. Parce qu'il y a très peu de public et tout ça. Mais c'est aussi ce qui te permet de rencontrer les gens, de parler avec eux. Et c'est comme ça que j'ai pu discuter, moi, pendant 20 ans avec énormément de monde et que j'ai beaucoup plus de mal quand c'est sur des grands événements comme l'UTMB ou la Diagonale. Parce que déjà, j'ai une pression qui est pas la même, j'ai moins de temps pour enfin voilà, on me demande certaines choses et du coup, je dois bosser. Mais bien sûr que du côté de Montmartre, moi, je trouve ça sexy d'aller monter les marches. Ouais, c'est marrant. Moi, bien sûr, ça me chauffe. Non, mais c'est un évangéliste parce qu'il a aussi essayé de me faire venir sur sa course. Non, il n'y a pas de souci. Après, alors là, évidemment, période de Covid, mon agenda est vide. Mais après, c'est toujours un problème de trouver une date dispo, quoi, parce que j'essaye d'être le plus fidèle possible et les gens qui m'ont embauché à l'époque où j'étais peu connu, j'essaye de garder les dates, quoi. Alors d'ailleurs, tu nous l'as un petit peu amené, mais comment ça s'est passé pour toi l'année 2020 avec toutes les annulations? Compliqué, comme tous ceux qui vivent de l'événementiel, comme les artistes, les musiciens, les techniciens, le son, la lumière, les chronométreurs, tous ceux qui vivent de l'événementiel, c'est compliqué, quoi. Et moi, voilà, je suis en société depuis 20 ans, donc j'ai déclaré toutes mes dates, tout. Donc, du coup, j'ai une aide de l'État et ce qui me permet de payer le comptable, le téléphone, la facture le crédit de la voiture, le machin, enfin, les frais de la société. Mais du coup, voilà, j'essaie de pas faire d'extra. Mais voilà, le monde me manque forcément. Quand tu aimes le sport, quand tu aimes être au contact des gens, ouais, ça fait un grand vide dans ta vie. Et puis, mais du coup, ça te permet aussi de réfléchir, quoi. De dire, comme je te disais en off tout à l'heure, quoi, jamais j'aurais pensé être au chômage, quoi. J'ai eu la chance d'avoir plus de demandes que de week-ends qui existent dans l'année, quoi. Donc, du coup, je pensais pas que je serais un jour en galère comme ça, quoi. Donc, je pense qu'il y a des gens qui sont bien plus malheureux que moi. Donc, du coup, je prends mon mal en patience. Je réfléchis beaucoup sur la suite à donner. Est-ce que moi, je vais aussi continuer, ça fait déjà quelques années que j'y pensais, mais est-ce que je vais continuer à faire autant? J'en sais rien. Voilà, j'ai envie de faire d'autres choses aussi, parce que tu vois que on est non essentiel. Donc, moi, j'ai donné ma vie
beaucoup de ma vie pour ce sport-là, avec beaucoup d'organisateurs, ma santé, beaucoup de choses. Et puis, tu vois bien que quand il y a une pandémie, tu n'es plus personne, quoi. Tu vois, peu de gens t'appellent, peu de gens, que les fidèles. Et c'est aussi pour ça que, enfin, voilà, dans ce sport, j'ai rencontré des personnes merveilleuses, quoi. Merci à eux, tous ceux qui ont pris de mes nouvelles pendant une année compliquée, quoi, tu vois. C'est souvent les mêmes, mais c'est avec ceux avec qui j'ai commencé, tu vois. Souvent, c'est toute cette clique, et je les aime très fort. La famille Board, la famille Guyon, Chavet, la famille Chavet, ouais, et tant d'autres, il y a un garçon, Kayasu, la famille Rouanet, tous ces gens qui m'appellent, la famille Chéniaud, à qui je dois beaucoup, parce qu'ils m'ont beaucoup aidé, que ce soit Isa, avec Mousse Productions, avec ses films, ou Sébastien et son haut niveau, qui m'ont ouvert leurs portes, et j'ai fait beaucoup de choses avec eux. Ouais, c'est toutes ces personnes-là qui m'aident aussi à passer ce moment où c'est pas simple, quoi. Alors j'imagine que le t-shirt que tu as mis du Trail Verbier Saint-Bernard, Ouais. ça fait aussi partie de ces gens-là? Ouais, exactement. Si je porte ces couleurs aujourd'hui, c'est que ils m'ont cette année m'ont offert à Sébastien Georges Lopez Mougli, mon bras droit et mon associé depuis 15 ans maintenant. On anime leur course depuis plus de 10 ans, et ils nous avaient gardé la date en Suisse, et nous on leur avait gardé la date, et il s'est trouvé qu'avec la pandémie ça a été annulé, donc on n'a pas pu aller faire la course. Et un jour le comité m'a appelé en me disant écoute Ludo, pour tout ce que vous nous avez donné, Sébastien et toi, pendant des années, vous aviez gardé la date pour nous. On s'est réunis en comité et on vous envoie un chèque à tous les deux, même si la course n'a pas eu lieu, mais pour vous remercier de votre fidélité. Et voilà, c'est à l'heure actuelle, c'est les seuls, quoi. Ok, bon, le message est passé. Enfin, voilà, mais ils m'ont touché énormément, et que même si je vais tendance à peut-être en faire un peu moins dans les prochaines années, une chose est sûre, c'est que je serai à Verbier-Saint-Bernard. Ok, bah en tout cas c'est très beau de leur part, et félicitations à eux pour ce geste-là, en tout cas, d'avoir soutenu aussi les acteurs qui aident à toute l'organisation enfin la présence de ces événements-là. Donc c'est chouette de leur part. Ouais. Pour eux, on n'est pas non essentiel, et ça fait du bien, tu vois. Ouais, c'est vrai, ce fameux mot non essentiel. Ouais, bah moi il passe pas. Hein. C'est quelque chose qui passe pas. J'imagine pour les politiciens et tout ça, la crise c'est pas facile à gérer, tout ça c'est pas facile. Je leur remercie d'avoir une aide, mais il y a des mots qu'on ne devrait pas dire, quoi. Enfin, tu vois, ça fait mal aux gens. Se dire que on est non essentiel, ça fait mal. Ah, c'est sûr, hein, tous ces gens qui n'ont pas pu travailler sous ce prétexte-là, ils l'ont en travers. Hein. Ça, ouais, moi c'est un mot qui me reste en travers. Ouais. Le poids des mots. Ouais, le poids des mots, c'est ça. Ouais. Bah, tu t'en sais quelque chose, hein, parce que tu as le chic pour les utiliser dans notre faveur. Ouais, j'essaie. J'ai souvent eu de l'inspiration, et notamment, bien sûr, c'est sur l'UTMB où c'est le relaté le plus, parce que c'est là qu'il y a les télés, et que les phrases que je peux dire avant le départ, en général, elles me sortent dans l'heure ou dans les 2 heures avant l'UTMB, quoi. Je me laisse porter par ce que j'ai vécu dans l'année, ce que je vis, et ces phrases sortent, et voilà. Tu dirais que tu es un petit peu en état de flow quand ça part comme ça, que tu es un peu dans un autre monde quand tu speaks comme ça? Ah, mais c'est sûr. C'est sûr, je suis en lévitation, je suis plus là. J'ai des moments, sur des courses, il y a des moments où je suis en transe. Et effectivement, il y a des moments où je suis pas là, et c'est ce qui fait aussi que je suis en connexion avec les gens, où je peux les toucher ou faire des erreurs. J'ai aussi blessé, dans ma carrière, j'ai aussi blessé des gens au micro parce que j'ai été maladroit dans mes commentaires, et où eux l'ont interprété maladroitement parce qu'il y avait la fatigue. Voilà. Donc, mais parce qu'on n'est pas, voilà, on est que des êtres humains, et forcément il y a des moments où je touche plus le sol, ouais. Et j'essaye d'ailleurs, pour faire moins de bêtises, d'être le mieux possible, j'essaye de m'ancrer.
j'essaye de m'enraciner sur une ligne. Tu vois, sur les lignes, je ressens beaucoup de choses, quoi. Bah, c'est sûr qu'avec en plus l'expérience, j'imagine qu'on arrive à détecter quand on part sur un terrain qui est un petit peu glissant. On essaye de se rattraper un petit peu plus facilement et ça doit être avec l'expérience que ça vient aussi, j'imagine. Ouais, de toute façon, Qu'est-ce que tu préfères, les départs ou les arrivées? C'est différent parce que moi, j'aime les départs. Si c'est un départ où j'ai complètement les mains libres et que je peux organiser mes 10 dernières minutes, j'aime. Si je sais qu'après l'organisateur doit parler à des moments, puis faire passer monsieur le maire, et puis là ça redescend comme ça parce qu'on a tous entendu des gens qui devaient dire 2 mots et qu'on dise et qui peuvent faire perdre toute l'émotion. Tu vois, tout va dépendre du lieu, du monde ou pas, de ta sono, du son que tu peux entendre, de la musique. Enfin, il y a tellement de paramètres. Et puis les arrivées, après, il y a tellement de scénarios différents. Tu vois, ouais, c'est sûr que j'ai des arrivées qui m'ont fait vraiment trembler, quoi. Tu vois, Un exemple? Paul. Pour moi, celle qui m'a touché le plus à l'intérieur, parce que c'est un de mes amis et que j'ai fait 3 jours avec lui sur la fin, c'est l'arrivée de Patrick Bohard au Tour des Géants. Tu vois, où il remporte la course alors que la course fait 330 km et que tout va bien pendant 305 km. Et que les 25 derniers kilomètres, il a plus de jambes, il a plus que 2 poteaux et que ça avance plus et que l'Italien qui avait 3 heures de retard, il revient avec 50 minutes, quoi. Enfin, ouais, c'est beau. Ça, c'est des émotions folles, quoi. Voir un petit gars du Jura qui arrive comme ça et qui remporte pour RCCC, et puis après, il enchaîne TDS, UTMB, mais de voir sa gueule de gamin complètement incrédule et on n'avait pas misé un copec sur lui à l'époque et il pète tout et c'est devenu un ami très cher et qui m'écrit régulièrement, qui m'appelle le XA. J'ai la chance de les voir grandir et aussi ce que j'aime dans ce sport, c'est que partout où je vais en France, on m'ouvre les portes et je peux vivre avec les coureurs et les coureuses. Tu vois, c'est filles ou garçons, quoi. Ouais, j'ai tellement d'images. J'ai l'arrivée de Ludovic Pommeret où j'apprends que j'ai gagné l'UTMB parce que un journaliste de France Bleu Pays de Savoie, sa langue a fourché en disant et c'est l'arrivée de Ludovic Pommeret commenté par Ludovic Collet, c'est Ludovic Collet qui remporte l'UTMB. Tu vois, c'est fabuleux. J'ai dit merci Ludo, tu m'as fait gagner l'UTMB, quoi. Enfin, voilà. Et tout à l'heure on me demandait une anecdote. J'ai gagné une grosse bouteille de champagne parce que tous les ans avec un petit groupe, on fait des paris sur qui va gagner l'UTMB, les 3 premières femmes, normal, et que moi j'annonce que Ludo Pommeret gagnera l'UTMB et que personne ne veut me croire. Et c'est sûr qu'à un moment où après les contamines, il est 50e parce que il a vulgairement la chiasse. Il est en train de se vider grave. Je commence à douter de mon pronostic. Mais bon, il gagne et je gagne une belle bouteille de champagne. C'est cool. Bien joué. Ouais, bien joué. Et ça, c'est le terrain qui peut te l'apprendre. Tu sais qu'il est en forme. Je l'ai vu à Montreux quelques temps avant. Enfin, je sais qu'il est vraiment en canne et que ça peut vraiment faire. Et qu'ils sont beaucoup à pouvoir gagner, bien sûr. Mais quand même, je sais qu'il est là, quoi. Ok, alors il y a beaucoup de questions justement, je ne sais pas laquelle afficher parce qu'il y en a beaucoup sur justement l'UTMB 2021. Alors qu'est-ce que toi tu vas pronostiquer sur sa tenue ou pas? Est-ce que à ton avis ça va avoir lieu ou pas? Et si jamais ça a lieu, qui tu vois bien gagner? Et tu l'auras dit pour la première fois ici. Écoute,
je vais pas encore faire de prono. Pour moi, Pau-Capel a été incroyable sur la saison 2019. Moi, j'ai toujours un faible pour le géant. Pour moi, un François prêt, entraîné, toujours très 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 compliqué à battre. Donc du coup, voilà. Après, il faudra bien qu'un jour un Américain gagne. Ça devrait arriver. Et après, j'ai pas discuté encore avec Catherine et Michel. Moi qui suis toujours d'un naturel optimiste, pour l'instant, ils ont continué à tout bloquer, les frontières et tout. Donc, comment ça va être possible de faire une course internationale? Je l'espère. Est-ce que j'ai commenté il y a 15 jours et ça m'a fait un tel bien. J'ai commenté 2 jours de Coupe du Monde à Chamonix, de Coupe du Monde ski, où là c'est que pour les élites, quoi. Ils sont contrôlés, surcontrôlés, comme on voit les championnats du monde de ski en ce moment et de biathlon, ils sont contrôlés. Ça pourrait être possible. Mais ce qui fait la force de l'UTMB, c'est pas que les élites, c'est aussi les anonymes, c'est le monde, c'est tout ça, quoi. Donc c'est je sais pas quoi te dire, quoi. J'aimerais du fond du cœur que ça ait lieu, hein, parce que j'aime cette course, mais je sais rien. J'ai pas envie de me réjouir pour rien actuellement, quoi, tu vois. Après, pour moi, attention à François, quoi. Ok, ce sera dit. C'est dit. Ouais, il a pas encore tout montré. Je pense qu'il est encore capable d'aller plus vite. Mais ça c'est mon avis personnel. Ok, et toi, du coup, c'est Véro qui demande, Ludo, c'est quand ta prochaine course à toi? Quand est-ce que tu speaks encore la prochaine fois pour un trail ou autre chose? Bah écoute, normalement, je devais faire une course de ski alpiniste, la Megève a été annulée. Je devais faire du ski de fond au Cési annulé. J'ai encore un de mes frères qui espère réaliser son back-to-back à Megève, là, fin mars. J'espère que je vais pouvoir aller commenter un petit peu voilà, des figures du côté de Côte 2000 avec certainement peut-être un record de chute libre en partant de ski des falaises. Enfin bon, voilà, à voir. J'espère que je serai au back-to-back. Sinon, c'est compliqué pour l'instant. Il n'y a aucun organisateur qui est sûr de pouvoir faire sa course, quoi. Pour l'instant, c'est sûr que je devais être sur le cross et le marathon du Mont Blanc, sur l'Ultra 01 la semaine d'avant. Je devais être à la Gipette aussi, à côté de Cluse. Il y a plein de courses, mais et bien sûr, j'espère être à Verbier, j'espère être à Montreux avec les amis de Diego Passos, j'espère aller à la Diagonale avec notre nouveau président Serge. Bravo Serge, voilà, qui a pris une mission pas facile, hein, d'être la présidence après Monsieur Robert Chicot, d'une course qui est juste fantastique et un sacré engouement là-bas avec des Réunionnais qui sont vraiment chouettes. Donc du coup, il est en train aussi. En tout cas, j'aurais en parlant la passion, mais aussi l'aspect pécunier. Même si j'ai décidé d'en faire un peu moins, je vais être obligé pour ma banquière, au moins en 2021-2022, de refaire beaucoup de courses pour remettre à flot et rembourser ce PGE, notamment. Enfin, voilà, après, mais je sais pas, on verra. En tout cas, j'espère que je vais pouvoir tous vous retrouver sur des grandes et des petites courses. En fait, pour moi, il n'y a pas de grandes et petites courses, en fait. Je devrais dire juste, j'ai hâte de vous retrouver sur des courses. C'est beau, c'est vrai. Elles sont tous différentes, hein. On a tous des émotions différentes à l'une ou à l'autre. Et d'ailleurs, en parlant d'émotions, justement, comment est-ce que toi tu fais pour accueillir quelqu'un qui aurait des émotions qui sont complètement démesurées, visiblement pour quelqu'un qui n'est pas dans le milieu, tu vois, qui pleurerait,
Comment tu les accueilles en fait, ces personnes-là? Je vais te dévoiler quelques petits secrets qui ne le sont pas forcément pour ceux qui me connaissent bien, qui sont proches de moi, mais les premières années, je pleurais tout le temps sur les lignes. J'arrivais pas à me contrôler. Quelqu'un qui arrivait en pleurant, je pleurais. Du coup, j'ai un côté qu'on n'a pas parlé, mais j'ai un petit côté mystique et qui me permet j'ai travaillé avec des chamans, j'ai travaillé avec des personnes qui m'ont appris à me protéger et à aussi faire mon pot d'amour. Parce que souvent, je l'ouvre trop et tout le monde vient butiner un petit peu tout ça. Donc, du coup, j'ai appris à m'ancrer, à me centrer et à ressentir les émotions, mais sans en perdre trop non plus. Du coup, ça a été un travail de longue haleine pour moi, compliqué, parce que je suis une éponge et du coup, c'est pas simple. Et c'est vrai, j'ai beaucoup eu de larmes sur des lignes. Ça m'a été reproché des fois par des organisateurs en me disant t'es un hypersensible, c'est trop. Mais c'est pas, je me donne pas en spectacle, hein, c'est juste moi. Du coup, voilà, je leur dis voilà, si ça vous plaît pas, ne me reprenez pas, mais moi je ne changerai pas, quoi. Je suis comme ça, quoi. Je vis avec les gens et j'ai depuis toujours eu des facultés à ressentir les gens et à comprendre. Des fois, dans un regard, j'arrive à ressentir ce que la personne a vécu. Et du coup, voilà, mais c'est compliqué à expliquer comme ça, tu vois. Ouais, tu as une forte empathie envers les gens, quoi. Et c'est du ressenti. J'ai un fort ressenti en général sur les gens. Ça ne m'empêche pas de me tromper encore. Mais voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est gênant. Ça marche. Alors, c'est vrai que depuis le début, là, tu nous racontes beaucoup d'histoires et du coup, la question de Fleur, elle est tout à fait légitime et bien sûr, ça paraît presque évident. Pourquoi ne pas raconter tous ces souvenirs dans un bouquin? Il y a matière. Ouais, Fleur, c'est commencé. Je sais pas si j'irai au bout, mais certainement. Je suis en train de travailler. Je suis en train de travailler avec Johan Mettet sur un seul en scène que je sortirai peut-être ou pas. En tout cas, pour l'instant, ça me fait plaisir de travailler avec lui par moment sur tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, parce que beaucoup me connaissent comme la voix et dans le trail, mais je suis aussi entraîneur. J'ai fait de la composition musicale. Je suis associé avec un rappeur dans la fringue. Enfin, j'ai construit des maisons. J'ai été papetier à Chamonix. J'ai tenu une sandwicherie kebab à Cham. Enfin, j'ai une multitude de vies en même temps. Et c'est plus tout ça que j'ai envie de raconter. Plus, effectivement, j'ai eu la chance d'être l'agent de Marco Siffredi, qui est mon petit frère et qui est resté au sommet de l'Everest et qui est une de mes très, très grosses blessures de ma vie et qui a fait que j'arrête d'être agent, même si je continue à donner des conseils voilà, à certains trailers. Mais voilà, il y a plein de blessures, j'ai plein de choses fantastiques aussi, plein de rencontres terribles. Et puis, voilà, comme je te l'ai dit, avec mon frère, ouais, dans l'été, normalement, il y a un film qui va sortir avec une athlète que j'ai entraînée qui parle de résilience, de combat, de reconnaissance, de plein de choses. Et j'ai travaillé 4 ans dessus, là, et j'espère que le monde du trail, vous allez apprendre peut-être un peu plus à me connaître sur 4 ans de vie et plein de choses. Pour l'instant, tout est dit dans le film. J'espère que voilà, ce film s'appelle Au-delà du temps. Et j'espère qu'il vous plaira en tout cas parce que j'y ai mis tout mon cœur. En tout cas, c'est vrai que ce qui ressort vraiment beaucoup chez toi, alors je le vois dans les commentaires là, je l'ai vu dans les commentaires en partageant la publication. Ce qui ressort beaucoup chez toi, c'est que les gens en fait te voient un très très court instant en fait. Enfin, le temps partagé est très court. Enfin, le temps d'arriver, on reste jamais taper la discute pendant plusieurs dizaines de minutes. Et pour autant, ils ont toujours un souvenir et ils ont l'impression d'être ça y est, t'es un frère, voilà.
tu fais partie de la famille. Et ça, c'est quelque chose qui ressort vraiment chez toi, alors que du coup, les gens ne connaissent qu'une très faible partie de ta personnalité. Donc, à mon avis, c'est vraiment quelque chose qui va être hyper bien accueilli, justement, et que les gens ont hâte d'en savoir plus. Ouais, j'espère, mais après, tu sais, c'est pas compliqué pour moi parce que je triche pas. J'ai toujours aimé l'être humain. J'ai toujours cru en l'être humain, malgré toutes ces déviances, malgré tout le fait que on n'est pas toujours clean les uns envers les autres. Mais c'est vrai que François, on se connaît pas beaucoup. Tu vois, tu m'as dit, on s'est vu à Belle-Île une fois, mais les gens, j'ai pas besoin de les connaître depuis 1000 heures, toi, pour juste être agréable avec les gens et puis avoir envie de tous les connaître, quoi. C'est pas possible parce que ça va très vite, mais j'essaye. Alors j'en loupe forcément, mais j'essaye d'avoir un petit mot avec chaque gens. J'ai des nanas. Il y a donc, sur ma dernière animation du marathon du Mont Blanc. Il y avait 3 filles qui étaient là sur la ligne d'arrivée et moi c'est vrai que je me rends plus compte. Je te dis, des moments je suis en transe et elles m'appellent et donc je vais sur un côté. Elles me disent, mais ça vous dérange pas de mettre la main aux fesses à des filles, à des garçons, à les taper sur l'épaule, à les prendre, mais vous les connaissez pas. Il y en a pas un qui a porté plainte. Et moi je me rends pas compte de ça, quoi. Tu vois, je suis un gros panda. Moi, j'aime les gens. Enfin, tu vois, et c'est pas pris comme de la vulgarité ou quand je fais une tapote sur les fesses à un Kylian ou un. Tu vois, c'est juste des gestes d'affection, quoi. Mais tout ça, il y a des moments, moi, je m'en rends pas compte. Je suis dans qui je suis et je le vis sur la ligne et j'essaye d'être présent le plus possible pour tout le monde. Après, ça devient compliqué. Hein. C'est vrai que ça m'a été des fois reproché. Je peux plus. Quand j'ai commencé à l'UTMB en 2006, il y avait 3 jours. Je faisais 3 jours et 3 nuits sans dormir. Et j'essayais d'accueillir tout le monde. Maintenant, il y a des gens qui m'écrivent et me disent on a été déçus, vous n'étiez pas là à mon arrivée, on vous a pas vu. Maintenant, je commence le lundi, je finis le dimanche. L'organisation me demande de faire tous les départs, toutes les arrivées des 200 premiers, et de revenir. On tourne, on est 8 animateurs. C'est un truc énorme. Et c'est vrai, malheureusement, maintenant, j'ai plus la santé et j'ai pas le physique pour pouvoir. Et c'est devenu trop gros. Je peux plus accueillir tout le monde, malheureusement. Mais je vous aime tous. C'est pas une question. Oh, je préfère les élites ou les. Non, pas du tout. C'est voilà. Après, c'est en fonction de ce qu'on me demande. Alors, tu en as parlé un petit peu, mais justement, ça me permet de rebondir sur cette question-là. Comment est-ce que tu gères la fatigue sur les longs week-ends comme ça Comment est-ce que tu gères au niveau endurance? Est-ce que tu as un régime alimentaire particulier, un rythme de sommeil particulier? Comment est-ce que tu gères ça? Ouais, non, je suis une catastrophe ambulante. En tout cas, merci Paul. Mais c'est 20 ans de carrière qu'on fait que je tiens des ultras au micro et que ma voix tient et que c'est comme pour vous, vous vous entraînez des mois et des mois et des mois. Et ben moi, c'est pareil. Depuis des années, je m'entraîne. Alors, je viens de passer mes 50 ans. J'ai pris un petit peu trop de poids. Je fais un petit peu moins attention, donc ça devient un petit peu plus compliqué sur les lignes. Donc là, j'essaye d'être en phase de perte de poids, de retrouver un peu du jus. Mais non, c'est compliqué. En général, le lundi, faut rien me demander. Faut rien me demander. Je dors beaucoup. Le mardi, j'essaye de récupérer. Le mercredi, je révise mes fiches. Le jeudi, souvent, je suis sur la route. Le vendredi, je suis en animation, quoi. Donc, ouais, la fatigue, malheureusement, ces dernières années, c'est devenu plus compliqué parce qu'il y a aussi de plus en plus de courses et que j'ai été dans ma carrière beaucoup plus sur des courses longues que sur des courses courtes. Donc, du coup, en règle générale, je fais 20 heures de micro le samedi pour 15 heures le dimanche, quoi. Je fais 35 heures de micro en 2 jours, quoi, ce qui est le temps de. Les gens ils travaillent 5 jours pour faire 35 heures. Tu vois. Ouais. Donc, forcément, il y a de la fatigue, mais il y a aussi une forme d'entraînement puisque j'ai répété ça pendant 20 ans tous les week-ends, quoi. Mais j'essaye de. Voilà, je suis pas assez. Je prends pas assez soin de moi, c'est clair. Et c'est une certitude. Je coach des gens, je leur dis ce qu'il faut faire, mais moi, je le fais pas assez bien.
même si j'ai bien levé le pied, j'ai beaucoup fait la fête lors de toutes ces manifestations parce que c'est ce que j'aime aussi, quoi. Ça fait aussi partie du métier. Ouais, ça fait aussi partie du métier. Ouais, j'ai des belles soirées, des belles cuites. Avec La fameuse bière de la rive. ou certains athlètes. Même si beaucoup d'athlètes font attention, mais c'est normal. Ouais. Oh, en général, sur les arrivées, ils se lâchent quand même. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ça dépend Alors, je ne sais pas comment tu vas répondre à cette question, mais j'ai envie de la poser. Qu'est-ce que tu penses des trailers? Qu'est-ce que je pense des trailers? Ultra trailers, pardon, je corrige. Le fait de faire ces ultra distances-là. Ah ben moi, j'aimerais vous poser une question, les gars. Mais qu'est-ce que vous avez fait de mal pour vous infliger autant de souffrance? De moi. Parce que moi, je sais qu'on m'avait posé cette question-là, j'ai vu en amont. Quand est-ce que je referai un ultra? Mais jamais. Jamais. Je vous vénère, j'aime ce sport, du premier au dernier. Mais moi, j'ai rien fait de mal pour me flageller autant comme ça. Il y a un moment, moi, ça me casse les pieds. Franchement, autant aller me balader. Enfin, voilà. Ouais, 40, 50 km, c'est mes maxi. Mais voilà, ouais, non. Moi, je vous admire tous parce que c'est. Faut le faire de vouloir se faire autant mal. Je sais que vous retrouvez avec les endorphines, vous trouvez du plaisir dans le mal, mais quand même, on a quand même tous. Enfin, vous avez tendance à vous enlever des semaines de vie quand même, les amis. Ouais, donc respect, mais Ah ouais, beaucoup de respect, beaucoup de respect. Je vous le laisse. Ouais, non, j'ai pas. Je préfère comme Sylvain Bazin que tu as déjà interviewé. Moi, je préfère prendre un sac à dos, aller marcher, oui, sur plusieurs jours à étapes, me poser. Oui, ça, c'est des choses qui me branchent plus, quoi. Tu vois. Mais avec un dossard dans un temps donné, là, d'en faire autant, me faire mal, je vous admire de le faire, quoi. Hein, ça me passionne, mais pas pour moi. Moi, en général, je mettais 25 secondes pour faire 50 mètres en natation, quoi, tu vois. Donc, du coup, 25 secondes de course, les amis. Je nageais 2 fois par jour, mais juste pour nager 25 secondes, quoi. Ouais. Vous me parlez d'aller courir pendant 45 heures. Non, c'est pas pour moi. Ok. Alors, il y a beaucoup d'anecdotes avec toi, justement, et Germain Grangier, qui est aussi passé sur l'émission aussi, dit: Salut Ludo, tu nous fais une démo de danse collée serrée. Coller la petite. Ouais. Je suis un ancien danseur de hip-hop, tu vois, donc D'accord. c'est pour ça qu'on me voit souvent bouger mon body sur les lignes, tout ça. Moi, maintenant, je tourne plus sur la tête et je fais plus de coupole parce que la dernière fois que j'ai fait ça, je me suis ouvert le nez. Mais voilà. Mais après, quand tu veux, Germain, tu viens avec ta guitare et puis je danserai pour toi, ça c'est sûr. Je pense que tu me laisseras pas danser avec Cathy, mais un petit collet serré, hein? Ok, ça marche, Ludo. Bah, écoute, merci pour cette bonne humeur. En tout cas, ça fait plaisir à voir et à entendre. On arrive déjà. Moi, je suis toujours halluciné de la vitesse à laquelle ça passe. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver si jamais ils ont envie de retrouver, d'en savoir plus sur toi, voilà. Moi, là, j'ai un site j'ai un de mes fils commence à travailler dessus sur un site. Après, bon, il y a ma page, mais je la nourris pas beaucoup. Et puis malheureusement, bah, j'ai mon mur où tu sais, on a le droit qu'à 5000 personnes et j'ai plus de 1000 personnes en attente. Je suis désolé, mais passez plutôt sur ma page. Et en tout cas, c'est une volonté en 2021 de me remettre plus sur la page, plus professionnelle. Mais il y a plein de choses qui vont sortir dans mon activité. Moi, je viens du milieu hip-hop, donc voilà, du breaker. Enfin voilà, je soutiens de mes meilleurs amis dans le rap. Il y a des choses qu'on est en train de monter. Il y a un film qui arrive. Et je suis en train, je te l'ai dit, préparer un pilote d'émission de télé sur le trail pour après laisser ma place tranquillement aux jeunes sur les lignes. Voilà, je sais pas. Voilà, si ça aboutira, mais en tout cas, il y a pas mal de choses en cours. Alors,
j'ai assez de facilité d'élocution pour parler tout ça avec les gens et tout. J'ai beaucoup de mal à vous répondre tous. Hein. Souvent, on m'écrit. Je suis pas un grand littéraire. J'ai fini en fin de 3e, moi, l'école. Enfin, bon. Après, même si j'ai repassé 2 brevets d'État, que j'ai retravaillé et tout, je réponds pas beaucoup ou quelques mots en règle générale. Je préfère parler avec les gens. Mais n'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie tous parce que j'ai quand même beaucoup de messages fort agréables en général sur les courses. De vous tous et tous, et j'essaye de donner le maximum. Forcément, il y aura des gens qui m'aiment pas, mais ça c'est comme partout, et je l'accepte très bien. Mais voilà, j'ai hâte de tous vous retrouver en tout cas, et puis continuer à vous faire plaisir, continuer à courir si c'est votre délire. Enfin voilà, ne jugez pas les autres, et puis faites-vous plaisir vous-même. C'est ça le plus important. Alors, ça aurait pu être un très beau mot de la fin, mais j'ai l'habitude de poser comme question à la fin, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2021 ? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? De ne plus devenir non essentiel. Ok. Ça, c'est encore mieux comme mot de la fin. Eh ben, écoute, merci beaucoup Ludo d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci beaucoup aussi à tout le monde d'avoir été très nombreux. On a presque atteint le record alors pas de celui de Thibaut Barognan qui est à 350 en live. C'était sur sa page aussi, il a un petit peu triché, mais on a atteint celui de Steven Cusso et c'est pas mal. Si, c'est en train de s'éclater à la Réunion. Je l'embrasse. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été très présent dans l'espace commentaire. Je suis désolé encore une fois de ne pas avoir pu afficher toutes les questions parce que ça passait assez vite aussi. Merci beaucoup Ludo, très bonne soirée à tous et à mercredi prochain. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu, donc n'hésite pas à le faire savoir autour de toi et à t'abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésite pas à y jeter un œil. À la semaine prochaine, bye bye.